Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Plus de 12 heures de discussion. La soirée s'était tirée en longueur à Saint-Denis. La rencontre au sommet entre Emmanuel Macron et 11 chefs de partis politiques a pris des allures de marathon. Les participants ont quitté la table un peu après 3 heures ce matin. Et le moins que l'on puisse dire, Alexis de la Fontaine, c'est qu'ils sont restés sur leur faim. Oui, à peine sorti de la réunion, le chef des Insoumis, Manuel Bompard, annonce la couleur. J'ai eu l'impression de vivre un peu 12 heures sur la planète Mars, avec un certain nombre de débats, de discussions, de dissertations, mais aucune annonce, aucune mesure concrète sur les problématiques et les priorités qui sont les priorités aujourd'hui des Françaises et des Français. Globalement, l'ensemble de la NUP ressort très déçu. En effet, Emmanuel Macron a rapidement rejeté tout référendum sur les retraites, pourtant principale demande de la gauche. Mais le président n'a pas fermé la porte à un référendum sur l'immigration, demandé par la droite, même si Jordan Bardella reste très perplexe. Il est vrai qu'il est très difficile de trouver des compromis, tant le paysage politique est aujourd'hui éclaté. Je suis dans l'incapacité aujourd'hui de vous dire ce à quoi va mener cette initiative. Je pense que la seule mesure efficace aujourd'hui pour se réconcilier avec les Français, c'est de revenir au peuple français, notamment par l'usage d'un référendum. Seule véritable avancée, Emmanuel Macron a promis une conférence sociale sur les salaires. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 et prochaine étape, une synthèse qu'Emmanuel Macron présentera au gouvernement la semaine prochaine. Au Gabon, Ali Bongo n'est plus président. Le général Brice Oligui Nguema lui succède. Les putschistes ont mis fin à la dynastie Bongo qui tenait le pays depuis 55 ans. Tourner la page tout en donnant des gages de retour à la normale. La junte a rétabli Internet et la diffusion des médias francophones. De Libreville à Port-Gentil, les scènes de liesse se multiplient depuis l'annonce du renversement d'Ali Bongo. Le président déchu est apparu sonné dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Il appelle en anglais ses amis du monde entier à faire du bruit. J'envoie un message à mes amis du monde entier. Faites du bruit, faites du bruit. Les gens d'ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils est quelque part, ma femme est ailleurs, je suis à la résidence, je suis en résidence surveillée. L'ex-président Ali Bongo, enregistrement vidéo diffusé, vous venez de l'entendre alors qu'il était placé en résidence surveillée. Son successeur à la tête du Gabon ne lui est pas tout à fait inconnu. Le général Brice Oligui Nguema est le cousin germain d'Ali Bongo. Il est aussi le patron de la garde républicaine gabonaise. Wilfried de Villers. Avant même sa nomination officielle, Brice Oligui Nguema est apparu dans une vidéo ovationné par ses hommes. Une scène signe de la popularité de ce militaire chevronné. Fils d'officier, il est formé à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc et chez les commandos gabonais. Brice Oligui Nguema gravit rapidement les échelons pour devenir aide de camp d'Omar Bongo jusqu'à la mort de l'ancien président en 2009. Écarté sous Ali Bongo, il fait un retour en grâce 10 ans plus tard, propulsé colonel en charge des renseignements de la garde républicaine en 2018. La GR dont il prend la tête seulement 6 mois plus tard pour devenir aujourd'hui l'élément central du dispositif sécuritaire gabonais. Le général Brice Oligui Nguema était en ce sens l'un des mieux placés pour organiser la chute du président Bongo qu'il a mis hier à la retraite selon ses propres mots. Son objectif affiché désormais, assurer la transition. Oui, mais jusqu'à quand cela, il ne l'a pas encore précisé. Wilfried de Villers pour Europe 1. En tout cas, ce nouveau coup d'État au cœur de l'Afrique francophone provoque beaucoup de réactions. Condamnation des Nations Unies et de l'Union africaine. Berlin condamne aussi, mais pose la question de la transparence de l'élection présidentielle gabonaise. Washington dit suivre la situation de très près. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Venons-en à présent à ce couac qui met l'éducation nationale dans l'embarras. Il est question d'une vidéo hommage à Martin Luther King. Ça tombe plutôt mal, à quelques jours de la rentrée scolaire. Le clip rendait hommage au célèbre discours de Martin Luther King, I Have a Dream, à l'occasion du 60e anniversaire de la marche pour les droits civiques aux États-Unis. On va déjà écouter un court extrait de la vidéo. I have a dream of a world where we are all... A priori, rien d'anormal, un petit Français qui reprend le discours original en anglais. Rien de choquant, mais alors, Maïlène Trémollet, pourquoi cette polémique ? Eh bien parce que tous les collégiens filmés sont blancs de peau, un élément qui a provoqué rapidement un bad buzz sur les réseaux sociaux. SOS Racisme déplore le choix des élèves dans ce clip. Les internautes reprochent au ministère une absence totale de diversité et vont jusqu'à dénoncer les propos récités par les enfants qui ne mentionnent pas l'égalité entre les différentes couleurs de peau. Face à cette vague de commentaires haineux, le ministère de l'Éducation nationale a donc décidé de faire marche arrière et s'est justifié sur Twitter en invoquant le trouble suscité par la vidéo, la violence de certains commentaires à l'égard des élèves investis
investi dans le projet et n'a pas manqué de rappeler que le projet en question a été tourné le 30 juin 2023, quelques semaines avant l'arrivée du nouveau ministre Gabriel Attal à la tête de l'Éducation nationale. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et puis cette note inquiétante des policiers de la Sûreté nationale des transports parisiens. Métro, bus et RER, les plaintes pour violences et agressions sexuelles explosent. Près de 60 000 enregistrés en 2020 selon nos confrères du Parisien, 156 par jour, chiffre multiplié par plus de 2 en 10 ans. Mains aux fesses, frottements, caresses, exhibitionnisme, la plupart des victimes sont sans surprise des femmes. Cela ne va pas améliorer les relations entre les États-Unis et la Chine. L'administration Biden approuve la livraison de matériel militaire à Taïwan, enveloppe de 80 millions de dollars, symbolique, mais de nature à exaspérer Pékin qui ne cesse de revendiquer l'île autonome. Tiens, restons aux États-Unis où l'ouragan Idalia est arrivé sur la Floride. Et avec par endroits une brutale montée des eaux. Aviva Fried, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Les dégâts semblent très importants. Oui, les images sont impressionnantes, des rues transformées en rivières, des maisons emportées par l'eau qui est montée par endroits à près de 3 mètres. Une vidéo prise par un habitant montre une station-service qui s'envole sous l'effet des bourrasques qui ont soufflé à 200 km/h. Sur CNN, Michael Bobbitt, un habitant de l'île de Cedar Key, où l'ouragan est arrivé de plein fouet, raconte ce qu'il a vécu. C'était comme la fin des temps. Quand le vent s'intensifiait au milieu de la nuit et quand l'eau arrivait vers nous de tous les côtés, on aurait dit un léviathan qui sortait des flots pour essayer de nous dévorer. À peine l'ouragan passé, les équipes des compagnies électriques tentent de reconnecter les quelques 250 000 foyers privés d'électricité. La plupart des habitants ont évacué, mais ils veulent revenir au plus vite car ils craignent les pillages. Mais Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a tenu à faire passer un message clair. Je veux reparler aux pillards. Les gens ont le droit de défendre leur propriété. Vous pillez, nous tirons. Rien qu'en Floride, les dégâts devraient se chiffrer en dizaines de milliards de dollars, dans une zone où quasiment plus aucune compagnie n'accepte d'assurer les habitants, tant ces phénomènes catastrophiques se multiplient. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Et puis la Coupe du Monde de rugby, coup d'envoi dans maintenant 8 jours avec un match d'ouverture exceptionnel France-Nouvelle-Zélande. C'est l'occasion pour Europe 1 de vous dévoiler son nouveau podcast Les Géants du rugby. Et on va revenir au début de la Coupe du Monde. La première, 1987, la France de Serge Blanco, désormais consultant d'Europe 1, parvient en finale et affronte les Blacks chez eux en Nouvelle-Zélande. Les Bleus s'inclinent, mais ce que retient Serge Blanco de cette première Coupe du Monde de l'histoire, eh bien, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Il y a un fait exceptionnel, c'est que le lendemain de la finale, nous sommes à l'hôtel et les Blacks viennent et nous partageons le repas du dimanche midi. Voilà. Ils sont venus avec femmes, enfants, à notre hôtel, et comme si on n'avait pas joué la veille. Voilà. Et ça, c'est des souvenirs, mais inimaginables. Ça vaut tout l'or du monde. Serge Blanco avec Manon Fossat et Sébastien Guyot, extrait du nouveau podcast d'Europe 1 Studio, Les Géants du rugby. 6 épisodes pour revivre l'épopée du 15 de France. Voilà, ces géants du rugby à découvrir donc sur votre appli Europe 1 et sur toutes les plateformes de streaming. C'est évidemment totalement gratuit. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.